Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va parler du pendu. Pour commencer, on va parler d'un dieu qu'on a déjà vu dans un épisode précédent. Et on va parler du grand dieu Odin, maître de tous les dieux nordiques. Il est le dieu de la mort, mais aussi de la victoire, de la sagesse et de la poésie dans la mythologie nordique. Un jour, il s'est dit qu'il lui manquait la compétence sagesse, et il s'est mis en tête d'aller la chercher. Pour faire simple, Odin va simplement chercher les secrets de l'écriture, et il arrive au pied de l'arbre-monde appelé Yggdrasil. Là, il décide de se transpercer avec une lance et de se pendre par le pied pendant 9 jours et 9 nuits. Rendez-vous compte, sans manger et sans boire. Enfin, en même temps, Odin ne mangeait pas, mais il buvait beaucoup d'hydromel. Après quoi, le dieu Odin meurt, et pour revenir à la vie, il va devoir utiliser les runes qu'il aura durement acquises. Malheureusement, cette mésaventure va lui coûter un de ses yeux. Il va apporter sa connaissance des runes aux humains et il va partager son savoir. Bah moi, mon instinct, il n'a pas été obligé de faire toutes ces acrobaties et toutes ces conneries pour m'apprendre à lire. Et d'ailleurs, cette notion du sacrifice, le sacrifice du dieu Odin, va se retrouver dans d'autres cultures. Je pense principalement à la culture judéo-chrétienne. Eh oui, le Christ aussi va se sacrifier pour sauver l'humanité. J'imagine que vous le connaissez, c'est l'un des épisodes le plus connus avec le Christ qui est attaché à la croix. Il semble d'ailleurs que certaines sectes chrétiennes font très rapidement l'assimilation entre la croix sur laquelle était cloué le Christ et l'arbre fruitier duquel Adam et Ève ont croqué la pomme. Et c'est là qu'on voit une petite modification, car en effet, si Odin se sacrifie pour avoir plus de connaissances, le sacrifice du Christ n'a rien à voir. Le sacrifice du Christ correspond plus au fait de racheter la faute d'Adam qui lui a cherché à avoir la connaissance. L'accès à la connaissance est une bonne chose dans la mythologie nordique, par contre pour les chrétiens c'est pas exactement pareil. Après dans la Bible il y aura d'autres personnages qui vont être condamnés de la sorte. Judas en premier lieu va se pendre après avoir trahi le Christ. Il y avait 30 pièces d'or à la clé. Moi on me propose 30 pièces d'or, je peux trahir n'importe quel ami. Et puis il y a quelque chose que les chrétiens oublient un peu aussi. Si Judas n'avait pas trahi le Christ n'aurait pas pu être crucifié et du coup il n'aurait pas pu laver l'humanité de tous ses péchés. Il n'aurait pas pu se ressusciter et on n'aurait jamais eu la Bible. Il y a aussi Saint Pierre, fondateur de l'église chrétienne, l'un de ceux qui a suivi le Christ dès le début, qui a été condamné à Rome par les Romains. Mais lui, il a été condamné la tête en bas. Pas parce que les Romains étaient particulièrement cruels, mais parce qu'il avait demandé de ne pas être crucifié. Il pensait ne pas mériter la peine que le Christ avait reçue. Et on peut aussi noter que beaucoup plus récemment, la tradition italienne veut qu'on pende les traîtres la tête en bas. Ça a d'ailleurs été le cas de Mussolini qui a envoyé l'Italie en pleine guerre mondiale et qui l'a mené quasiment jusqu'à la ruine. D'ailleurs, la carte 12 du tarot est appelée en italien le traître. Tout un symbole. Si vous le voulez bien, passons maintenant à l'étude de la carte. Ici, on va avoir affaire à une carte relativement explicite. Il n'y a pas d'orthographe bizarre avec le nom, le dessin semble assez clair. Bref, la carte du pendu semble assez simple à interpréter. Premier coup d'œil, on remarque que le pendu est pendu par le pied et non pas par le cou, ce qui remet sa mort à plus tard. Le pendu a la tête en bas, et si certains vont y voir une condamnation de justice, c'est pas forcément le cas. Peut-être que le pendu fait simplement une acrobatie. Regardez d'ailleurs, il a l'air parfaitement serein. Il est même presque souriant. Il est tranquille, immobile, comme s'il était parfaitement volontaire à sa pendaison. D'ailleurs, le premier réflexe que les novices dans le tarot ont par rapport à cette carte, ça sera de la retourner pour essayer de voir une perspective différente dans le dessin. C'est une habitude qu'on va tous avoir peu ou prou. Dès qu'on voit une photo à l'envers, on aura tendance à tenter de la retourner. Il reste toujours possible que le personnage soit un condamné à mort, mais je pense qu'il s'agit plus d'un acrobate qui essaye de tester ses limites. Un peu comme ceux qui sautent à l'élastique. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez jamais essayé de faire le poirier quand vous étiez enfant?
c'est une excellente manière de changer de perspective sur le monde. Bon allez, passons dans le détail, on va zoomer sur la masse capillaire de notre pendu. Un pendu qui aurait pu se couper les tifs avant sa condamnation. Ça aurait fait plus propre. D'aucuns considèrent que ses cheveux vont former une couronne et d'autres vont même scruter à la loupe et vont voir dans cette masse capillaire la lune et le soleil. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça reste des éléments intéressants à prendre en compte. Et pour entrer un peu plus dans le détail, on constate que le pendu a les mains cachées derrière le dos. Peut-être a-t-il les mains attachées justement pour que le châtiment soit complet. Je vous rappelle qu'à une époque, au Moyen-Âge, on coupait la main de ceux qui volaient. Heureusement que c'est plus encore aujourd'hui, ça fait un bout de temps que j'aurais plus mes mains. Mais si on reste d'un point de vue purement symbolique, on se rend compte que, avec les mains dans le dos, le pendu ne peut plus prendre et ne peut plus utiliser des outils. Je peux pas, j'ai pas de main. Il reste complètement passif dans un acte de contemplation avancée. Et d'ailleurs, qu'est-ce que contemple ce pendu? Il regarde ni à droite ni à gauche. Il a le regard direct devant lui. Il regarde le moment présent. Si on s'intéresse à ses jambes, elles sont croisées. Elles sont croisées de la même façon que l'empereur, à une différence près. Ici, le geste est inversé. Pour l'empereur, c'était la jambe de devant qui était croisée. La jambe était active et il allait vers l'action, alors que pour le pendu, la jambe qui est croisée va derrière la jambe toute droite. C'est un acte complètement passif. Il n'a pas envie de se déplacer, il reste dans sa situation sans problème. Maintenant, regardons la corde qui est nouée au pied du pendu. La corde a l'air très mal nouée et on dirait que le pied va s'échapper de la boucle dans pas longtemps. Ah ça, dans la vraie vie, ça ferait une belle lurette que le pendu se serait cassé la gueule. Je pense que ça souligne le fait que la pendaison soit volontaire. Le nœud n'est pas vraiment serré, comme ça si jamais le pendu a un malaise ou si quelque chose se passe, il pourra s'échapper le plus rapidement du monde. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la corde en elle-même. En effet, à quel moment de la vie sommes-nous attachés de la sorte? Dans les soirées à thème. Et non, je pense ici au fœtus et au cordon ombilical. En effet, qui est-ce qui a la tête en bas? C'est le fœtus. Qui est-ce qui est dans un univers clos? Le fœtus, toujours. Et qui est attaché à une corde? Le fœtus. Maintenant, regardons un peu le cadre. Il y a beaucoup de choses à dire. On voit deux troncs sur lesquels on a arraché une série de branches. D'ailleurs, si on regarde bien la coupure, elle est rouge vif. Preuve que cet arrachage a été bien violent. Il peut évidemment être ici question d'épuration, la volonté de ne pas s'encombrer. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Métaphoriquement, on voit ici deux arbres avec les branches coupées. Ça peut correspondre à l'arbre généalogique auquel on aurait coupé les branches. C'est notre arbre généalogique. Ici, c'est ma cousine détraquée. Ma mère a fait ça quand je me suis enfui. Avec les branches coupées, peut-être que le pendu essaye de se détacher de ses liens familiaux, à moins qu'il ait eu dans son passé quelques troubles dans sa famille. Mais d'ailleurs, le fait de couper dans le vif, est-ce vraiment un mal? En jardinage, on vous dira que le fait de couper des branches, de tailler quelques buissons, peut permettre de les rendre plus vigoureux. Bon, on a fini avec cette carte, puisque maintenant on va peut-être attaquer la carte de Waite. Allez, et typiquement, ici Waite, on est sur une carte où il s'est vraiment pas fait chier la bite. Enfin, ouais, alors ok, je vous connais, on va un peu chipoter. Les deux branches autour de la carte du tarot de Marseille ont disparu au profit d'une seule branche au centre. Mais vous vous rendez pas compte, le résultat est quand même un peu moche. La branche est cachée derrière le pendu, on ne comprend rien à son dessin, le bordel. Et évidemment, pour faire croire qu'il est original, Waite a décidé de changer la position des jambes. Non mais regardez-le, franchement, si on essaye de le retourner, on a l'impression qu'on a affaire à une danseuse. En fait, si on regarde bien, le seul ajout vraiment véritable dans cette carte, c'est que Waite a ajouté une auréole autour de la tête du pendu pour montrer que le pendu est bien un saint. Ça souligne le fait que le pendu est illuminé pendant son sacrifice. À cause de Waite, on oublie que cette carte présente aussi une face très sombre, à savoir un martyr ou une exécution publique. Au revoir, prince. Oh, Dieu du ciel. Bon, alors, maintenant j'aimerais qu'on parle sérieusement. Je t'ai vu avec une corde et je pense que tu n'avais pas l'intention de l'utiliser pour planter des rosiers. Alors, c'était quoi cette corde? Écoute, on va faire une lecture de cartes particulière, t'en tires une et tu me dis ce que ça t'évoque. Bon, ok. Si tu insistes.
pendu. Réessaye pour voir. Le pendu. Encore. Allez. Alors, tu me dis quoi? Bon, ok. Bah, le pendu, c'est quelqu'un qui est attaché, qui peut rien faire. Il a la tête en bas, les mains menottées dans le dos, bref, pas la position idéale pour pouvoir entreprendre quelque chose. Il est passif, un peu comme moi avec toutes tes conneries. Il y a de ça, sans doute, mais pas forcément. Tu vois l'attachement de façon négative, sauf qu'on peut voir ça de façon extrêmement positive. Être attaché à quelqu'un, c'est bien l'aimer. Au final, tu m'aimes bien. Et puis moi, personnellement, j'adore être attaché à toi. J'y vois rien de négatif. Mais c'est pas ça, le pendu se balance au gré du vent jusqu'à ce que la corde rompe. C'est ça cette carte, tout simplement. Tu dis être attaché, certes, mais regarde la tête du pendu. Il a l'air parfaitement serein. Tu devrais voir la vie du même côté que le pendu finalement. Ouais. Enfin, je vois pas vraiment ce qui est serein d'être attaché par le pied. Sérieux. Peut-être qu'il faudrait que tu regardes dans cette carte détachement aux choses physiques. Il faut que tu prennes du recul, que tu changes de regard sur les choses. Un détachement avec la corde nouée au pied. C'est un peu comme les enfants qui jouent à cochon pendu. Ils changent de perspective sur le monde et du coup ils découvrent le monde de façon complètement différente. Bon ok, va pour ça. Et niveau pognon alors, qu'est-ce que dit cette carte? Je dirais le premier truc qui saute aux yeux quand on pense au pendu et au point de vue financier, c'est qu'il y a une dette quelque part. Avec ton idée à la con, il a fallu que j'investisse. Caméra, micro, tout le matos. Une ruine. Ah, faut ce qu'il faut, hein. Mais en même temps, regarde bien, une dette, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Regarde quand tu achètes une maison, tu vas chez le banquier, tu contractes une dette avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, la dette, quand tu l'as épongée, eh ben la maison elle est complètement à toi. Ouais, sauf qu'il faut quand même rembourser l'argent. Outre ça, niveau financier, c'est pas forcément l'idéal. Ok, c'est bon. Niveau boulot alors? Bah là-dessus non plus, je veux pas vraiment t'emmerder, mais la carte du pendu veut dire que finalement, tu as des problèmes au boulot. Tu essayes d'avancer, tu essayes de faire des choses, mais tu es complètement impuissant. Peut-être qu'il y a des projets qui te dépassent, ou alors on t'a mis, ou on va te mettre au placard. C'est une possibilité aussi. Ouais, mais juste une question, t'étais là pour me remonter le moral ou pas du tout là? En même temps, c'est toi qui as tiré cette carte. Allez, vas-y, la santé. T'es sûr que tu veux vraiment savoir? Et j'ai le choix? Non, t'as pas le choix. Je vois la déprime. Bah, on n'est pas loin du vrai, hein. Perte de vitalité, tout ça. Mais, il y a peut-être un mais. Peut-être que tu attends un enfant. Bah, moi qui suis fatigué, ça va pas arranger mes affaires. Et niveau conjugal, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ah, là, ouais, ça va. T'es attaché à quelqu'un. Je préfère. C'est peut-être un pervers narcissique qui se joue avec tes sentiments. Méfie-toi quand même. Ouais, ma vie est fichue, quoi. Ou alors, ça veut dire que tu aimes être ligoté pendant que tu fais l'amour. C'est pas vraiment le genre de la maison, tout ça. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'ici. J'ai quelqu'un à te montrer. Tu me suis? Bon. En tout cas, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte du pendu. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, à liker, à partager au plus de monde possible. Et pendant ce temps, moi, je vais me remettre aux sciences occultes. Et je vous souhaite un bon vent.